Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est, et je suis spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Et depuis tout ce temps, je crois avoir compris que la vraie vie des parents, c'est quand même souvent fatigue, désordre, frustration, parfois même angoisse et colère. Et que dans ce contexte, les parents n'ont pas besoin de conseils utopiques, valables dans un monde parfait, mais bien d'une approche réaliste de leur quotidien. Donc, si vous cherchez des réponses qui tiennent compte de la réalité sans vous laisser croire que vous commettez un potentiel désastre pour le développement de votre enfant à chaque instant, alors bienvenue dans Du côté des parents. Vous n'y trouverez pas de recettes miracles, mais plutôt des outils, des perspectives pragmatiques, réalistes, pour affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Ça vous plaît ? Alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Du côté des parents. Dans cet épisode, on va parler d'anxiété parentale. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce thème parce que, qu'on le veuille ou non, l'anxiété fait quand même souvent partie de notre expérience de parents. Et c'est ce que je veux rappeler en premier, c'est une émotion qui est assez naturelle, en tout cas spontanée quand on devient parent. Ça paraît tout à fait naturel, encore une fois. Alors, j'aime pas trop ce mot de naturel, je le repréciserai peut-être pourquoi dans un autre épisode, mais ça paraît naturel en tant que parent de se soucier du bien-être de ses enfants. Dès leur naissance, on prend conscience qu'ils sont encore dépendants, ils sont encore en développement, que même s'ils ont des compétences, ils n'ont pas encore toutes celles nécessaires pour faire face aux situations de la vie quotidienne. Déjà, en tant qu'adulte, ça nous arrive d'être déstabilisés par ce que la vie nous réserve. Alors évidemment, on imagine que l'impact sur les enfants est fort, et puis globalement, on sait quand même qu'un contexte sécurisant est quand même plutôt favorable au bon développement de l'enfant, que s'il n'est pas perturbé par des choses négatives, difficiles à vivre, ce sera plus simple pour lui. Donc, on a logiquement à cœur de leur procurer cet environnement plutôt stable, plutôt sécurisant, et cette envie provoque inévitablement une attention à l'environnement pour essayer de détecter des sources de risques potentiels, et ça va nous pousser à agir pour supprimer ces risques. Je vais même aller plus loin, je parle pas seulement de risques, de danger, mais quand on aime quelqu'un, quand on a envie que cette personne aille bien, vive une vie chouette, quand quelque chose semble faire de la peine à cette personne, semble la stresser, notre envie spontanément c'est de supprimer la source de peine, de stress pour que tout aille mieux. Alors là, je vais vous donner un exemple simple avec une histoire de danger pour bien comprendre comment fonctionne l'anxiété parentale. Imaginons que vous commenciez à envisager de laisser aller votre enfant seul à l'école pour la première fois. Vous ressentez légitimement une petite inquiétude qui vient vous titiller. Et s'il traverse sans regarder, et s'il se perd, etc., etc. Ces pensées-là, c'est l'inquiétude utile, l'inquiétude légitime. Ça vous incite à vérifier d'abord que le contexte est globalement sécurisant. Est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce que c'est éclairé s'il marche la nuit? Est-ce qu'il a besoin de traverser une autoroute? Etc., etc. Et puis, si ce contexte vous paraît OK, vous allez ensuite vérifier que votre enfant a bien compris les règles de sécurité, vous allez lui rappeler quelques consignes. Et si tout est OK encore à ce niveau-là, c'est-à-dire, non pas quand vous ne vous inquiétez plus du tout, mais quand votre inquiétude est redescendue à un niveau suffisant pour que vous disiez « Ok, on peut prendre un risque mesuré », on va le laisser expérimenter. Alors bien sûr, quand il va partir, vous aurez un petit pincement quand même au cœur, en vous disant « pourvu que ça se passe bien ». Mais au fur et à mesure que vous allez avoir votre enfant qui va réussir les défis qu'il rencontre, vous allez être de plus en plus confiant, de moins en moins inquiet. Et c'est justement le fait d'oser prendre ces risques, mesurés, on est d'accord, qui va vous aider à vous inquiéter moins. À l'inverse, si votre inquiétude vous pousse à empêcher votre enfant de faire ce trajet, alors que peut-être il serait prêt, ou parce que vous estimez que vraiment c'est trop dangereux, le problème c'est que vous ne vous donnez pas l'occasion de vous rassurer. Alors là, je parle globalement, pas seulement dans la parentalité, mais quand on évite trop systématiquement, il y a des effets secondaires qui sont un peu ennuyeux. Et un des effets secondaires de l'évitement, c'est qu'il rend automatiquement la chose qu'on a évitée plus effrayante.
c'est un peu comme si notre cerveau voulait se donner bonne conscience et se disait si on a évité, c'est qu'il y a une bonne raison d'éviter, et finalement ça construit inconsciemment, involontairement, une représentation de la chose plus effrayante peut-être que la réalité, parce que comme ça justifie l'évitement. Et en évitant, on s'envoie aussi involontairement le message qu'on n'est pas capable d'affronter. Ce qui rend aussi la chose évitée plus stressante pour l'avenir. Et donc, en fait, de la même manière, quand vous évitez à votre enfant de trop affronter des risques, vous risquez de vous envoyer à vous-même et à votre enfant aussi accessoirement 2 messages qui ne sont pas très rassurants pour l'avenir. Le premier message, c'est « le monde est très dangereux » et le deuxième, c'est « mon enfant est incapable de l'affronter ». Et vous envoyez à l'enfant ce message « tu n'es pas capable de l'affronter ». Donc ça ne va pas dans le sens de vous permettre d'être plus confiant, ni à lui d'être plus confiant non plus dans ses capacités. Et évidemment, cette inquiétude augmentée, elle est associée naturellement à de la survigilance, voire de l'hypervigilance. Quand on est inquiet, on scrute son environnement pour essayer de prévoir quand le danger va se manifester. Donc, on se sent un petit peu obligé de surveiller tout le temps. On est sur les dents, ce qui est très désagréable et épuisant. Et quand cette inquiétude, elle commence à toucher la manière dont vous vous comportez avec votre enfant, dont vous lui parlez, dont vous interagissez avec lui, ça peut vite devenir invivable, parce que là, on va commencer à douter de tout ce qu'on dit, de comment on se comporte, on commence à avoir peur en permanence d'avoir fait du mal à son enfant, on va le scruter, regarder tous ses comportements et ses réactions, peut-être même les surinterpréter, en imaginant que certaines choses sont un signe de souffrance ou de douleur, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et c'est cette survigilance, cette attention permanente qui peut conduire assez rapidement à l'épuisement, à la dépression parfois, en tout cas un quotidien très stressant, très pesant. Et cette inquiétude, je la rencontre souvent chez les parents qui viennent me voir en accompagnement. Leur demande de départ, c'est soit qu'ils sont épuisés, soit qu'ils trouvent qu'ils s'énervent trop et qu'ils sont inquiets pour leurs enfants. Alors, tous les parents ne sont pas concernés, mais on est quand même tous plus ou moins concernés par cette inquiétude, cette préoccupation pour faire bien avec nos enfants. C'est pas un hasard si, dans le contexte actuel, on a un grand nombre de parents qui se sentent épuisés ou dépassés par les questions relatives à la parentalité. Et justement, aujourd'hui, je voudrais approfondir ce contexte. Le contexte dans lequel on évolue, il ne contribue pas vraiment à nous aider, nous les parents, je me mets dedans, à maintenir nos préoccupations à un niveau supportable. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses par rapport à l'impact de la société sur l'inquiétude parentale, sur l'anxiété parentale. Je vais vous parler du poids qui pèse sur les épaules des parents avec la charge d'éduquer un enfant. Je vais vous parler aussi de comment notre société, quelque part, valorise l'anxiété parentale, ce qui ne va donc pas dans le sens de l'apaiser. Je vais vous parler aussi de comment l'image de l'enfant comme une chose très fragile et vulnérable contribue aussi à augmenter cette anxiété. Et puis enfin, comment globalement on surestime l'impact des interactions familiales sur le développement de l'enfant et comment ça augmente le poids qui pèse sur les épaules des parents. Et j'espère que tout ça nous permettra de mieux comprendre ce sur quoi on peut agir, sur quoi vous pouvez agir, mais comment aussi on peut agir collectivement pour apaiser un peu le poids qui pèse sur nos épaules de parents. Alors, on va commencer par le premier point, le poids qui pèse sur les épaules des parents, justement. Pendant longtemps, le rôle des parents a été de fournir ce qu'on peut appeler l'éducation de base. Les enfants devaient être correctement nourris, avoir quelques codes de base, mais le reste, c'était les autres acteurs de l'éducation, l'école, le travail, etc., qui se chargeaient de le faire. On était à l'époque d'ailleurs, dans les années, même jusque dans les années 60, 70, peut-être même 80, beaucoup plus tolérants avec les interventions d'autres personnes extérieures à la famille sur nos enfants. Aujourd'hui, on tolérerait beaucoup moins que quelqu'un d'autre intervienne sur
sur l'éducation de nos enfants, leur fasse des réflexions dans la rue, et on verra qu'il y a d'autres raisons à ça. Mais du coup, avec l'évolution de notre société, le travail des parents, entre guillemets, c'est plus seulement en quelque sorte de préserver ce potentiel de base de l'enfant, de ne pas l'abîmer, de le donner à la société, de donner à la société un citoyen qui n'est pas abîmé. Mais aujourd'hui, on demande aux parents d'assurer le plein développement de l'enfant. Et là, remarquez bien que, en fait, ça, c'est une injonction sociétale. Ça ne pèse pas seulement sur les parents pour leurs enfants. Même en tant qu'adultes, on nous pousse quelque part à rechercher le plein épanouissement dans toutes les sphères de nos vies. Amical, affectif, dans la vie de couple, dans le travail. Alors, c'est un objectif qui est certes très sympathique, très chouette, l'idée d'avoir la vie la plus épanouie possible, mais qui met aussi beaucoup de pression et qui amène, malheureusement, à se focaliser plutôt sur ce qui ne va pas que sur ce qui va, puisque l'idée, c'est vraiment d'améliorer tous les domaines et pas seulement de se focaliser sur un ou deux qu'on va développer à fond, quitte à se dire le reste, on s'en fiche. Donc, dans le domaine de la parentalité, ça n'est pas étonnant que cela ait amené les parents à être aussi vigilants, aussi attentifs à tout ce qui peut toucher à leurs enfants. Et donc, ce contexte amène beaucoup de parents à être très vigilants, très interventionnistes par rapport à tous les adultes qui peuvent côtoyer leurs enfants et à faire très attention que ces adultes ne viennent pas entraver le bon développement, le plein développement du potentiel de l'enfant. Donc, ça contribue à mettre les parents dans une position de vigilance permanente. Le danger peut venir de partout et souvent d'interventionnisme marqué dans le souci de préserver l'enfant. Alors en plus, dans ce contexte, on a une anxiété parentale qui est survalorisée. Un parent qui ne s'inquiète pas est souvent vu au mieux comme un parent inconscient, qui ne se rend pas compte, qui est mal informé, et au pire comme un parent négligent. Il se rend compte mais il ne fait rien. Alors remarquez bien qu'un parent, et surtout une mère qui s'inquiète beaucoup, trop, entre guillemets trop, parce que qui décide que c'est trop, est aussi perçu aussi comme pénible, anxiogène pour son enfant, donc en fait, on n'a pas tellement de marge de manœuvre. Mais revenons à ce contexte où on valorise l'anxiété parentale. Et dans ce contexte, les messages alarmistes, tous ceux qui vont évoquer des risques potentiels, des endroits où on pourrait mieux faire, vont rencontrer une très belle caisse de résonance. Et en plus, ces messages alarmistes, ils sont extrêmement difficiles à contrecarrer ou même simplement à nuancer. D'abord, ils sont posés comme bien intentionnés. Qui voudrait volontairement accepter d'exposer son enfant à un danger ? Donc, ça les rend très difficiles à disqualifier, encore une fois, ou même simplement à nuancer, parce que si on essaie de les nuancer, on passe pour quelqu'un soit qui est inconscient, encore une fois, soit qui veut carrément maltraiter les enfants. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années avec une conférence sur les écrans où quelques personnes m'ont reproché d'avoir un discours très pro-écran, de sous-estimer les dangers, alors que je posais simplement les risques réels tels qu'on les mesure, avec nuance, et les enjeux sans diaboliser l'outil. Et j'incitais plutôt les parents à réfléchir plutôt qu'à dire « Ah, il faut interdire, c'est horrible, c'est nul. » Bref. Donc c'est un bon exemple. Ça me donne une idée d'épisode à faire sur les écrans, mais on verra ça plus tard. Donc, les discours alarmistes, en plus, ils sont beaucoup plus relayés que les discours positifs et nuancés, de manière assez naturelle, parce qu'en fait, ils éveillent, les discours nuancés, positifs, moins d'émotions qui nous poussent à l'action. Bah, c'est chouette, on est content, mais on passe à autre chose. Par contre, quelque chose qui nous fait peur, il faut que je fasse attention, il faut que je m'informe un peu plus, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, ce biais, il va renforcer le sentiment qu'on doit vraiment se méfier de tout, s'informer pour ne pas rater l'information, faute de quoi on imagine qu'on pourrait faire mal sans même s'en rendre compte. Et donc là, on voit bien qu'on est dans un contexte où, en tant que parent, on est vraiment poussé à s'inquiéter, à faire attention, à s'informer, à se surinformer. Et ça m'amène aussi au troisième point que je voulais soulever, c'est celui de l'enfant vu comme une chose fragile qui va là encore contribuer à aggraver cette anxiété parentale.
Depuis quelques dizaines d'années, peut-être même plus, on a une évolution dans la façon dont on voit les enfants. On a progressivement pris conscience que l'enfant est sensible aux influences extérieures, qu'il est malléable. Et c'est une bonne chose d'avoir pris conscience de ça, parce que ça a amené aussi les adultes à se remettre en question sur leur comportement avec les enfants, à se questionner sur le vécu des enfants et à sortir d'une vision de l'éducation qui serait un dressage et dans lequel toutes les méthodes seraient autorisées. Ça nous a permis aussi de comprendre que les enfants, c'est des êtres en développement qui cherchent à apprendre, à comprendre, etc., etc. Mais ça nous a conduit, depuis déjà quelques années, à ce que je considère comme une surévaluation de leur fragilité. Et je ne suis pas la seule à considérer ça. Les résultats des travaux sur la psychologie, sur l'impact des méthodes éducatives étant beaucoup plus nuancés que ce qu'on veut souvent nous laisser croire. Vous avez sûrement déjà entendu des phrases comme « Oh là, attention, ça peut traumatiser votre enfant » ou « Ne criez pas, ça peut le marquer à vie ». On nous répète tellement que chaque mot, chaque geste peut avoir des conséquences indélébiles que ça a conduit là aussi à une forme d'hypervigilance des parents et à des attitudes de surprotection, inévitablement. Si on vous présente l'enfant comme quelque chose de fragile, imaginez qu'on vous confie un vase en cristal hors de prix, extrêmement fin, donc hyper fragile, et on vous dit vous devez le transporter partout avec vous. Il ne serait pas étonnant que vous soyez en stress permanent, que vous cherchiez à éviter le moindre choc, le plus petit mouvement qui pourrait le fêler. Vous seriez sans cesse en train de vérifier comment il va, de le regarder, de vous inquiéter, il y a une ombre dans le cristal, est-ce que c'est un choc ou est-ce que c'est normal ? Et vous chercheriez sans doute un emballage ultra solide qui réduirait au maximum, voire supprimerait tout dommage qui pourrait lui être causé. Peut-être même que vous éviteriez de vous déplacer par peur de l'abîmer. Et en fait, c'est un peu la tendance qui se produit avec nos enfants. C'est un peu ce dont je parlais dans l'épisode sur l'attention aux émotions. On fait très attention, on se dit « oulala, mais si je fais ci, si je fais ça, est-ce que ça ne va pas lui faire du mal, le traumatiser ?» Alors oui, les enfants sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Oui, ils sont influencés par leur environnement. C'est même leur compétence première en venant au monde. Chercher à solliciter les interactions avec l'environnement, c'est comme ça qu'ils apprennent et qu'ils se développent. Et oui, ils se modifient au gré des interactions qu'ils vivent, c'est notre mécanisme d'adaptation en tant qu'être humain, être vivant. Mais sensibilité et malléabilité ne veut pas dire fragilité. Et au contraire, ce qu'on observe, ce que j'observe et ce que d'autres peuvent vous confirmer, c'est que les enfants sont très rapidement en mesure, dès vraiment mais tout petits, de comprendre le contexte général d'une relation et de savoir s'ils sont en sécurité dans celle-ci, même si certaines interactions, certains moments ne respectent pas leurs ressentis, ne les font pas se sentir forcément hyper bien. Et quelque part, si je reprends ma métaphore du vase en cristal, non, l'enfant n'est pas un vase en cristal. Les petits chocs de l'existence leur permettent aussi d'apprendre, de développer des compétences, d'être mieux armés pour la vie. Comme le dit, je crois que c'est Ilios Kotsou dans Éloge de la lucidité, les gens les plus heureux dans la vie, ce n'est pas ceux qui ne vivent aucune émotion désagréable, ce sont ceux qui savent le mieux surmonter ces émotions. Et ça s'apprend en y étant confronté et en apprenant progressivement à les gérer. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire vous pouvez crier, ça ne fait rien. Je dis vraiment qu'évaluer la sécurité psychologique dans une relation et l'impact sur un enfant, ça se fait sur une échelle bien plus large que juste sur aujourd'hui j'ai crié ou depuis 2 mois je suis fatiguée et du coup je n'interagis pas comme il faut avec mon enfant. Et cette vision de l'enfant comme étant fragile, ça ajoute forcément aux craintes des parents. Ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'était plutôt des dangers qui venaient de l'extérieur. Mais là, non seulement les dangers sont partout à l'extérieur, et en plus, mon enfant n'est pas en mesure de les affronter, mais en plus, moi, en tant que parent, je suis aussi source de danger pour mon enfant parce qu'il est fragile et puis qu'il n'est pas capable de supporter le fait que je sois un être humain qui n'est pas toujours au top de sa forme. Donc, je vous dis pas le niveau de survigilance et d'anxiété que ça entraîne.
Mais ce n'est pas tout. Dernier point très important, j'ajoute à ça le poids extrêmement lourd de ce que on appelle le déterminisme parental. En découvrant la manière dont le psychisme humain se développe, à savoir donc, comme je viens de le dire, par le biais des interactions avec notre environnement, on a pris conscience que les interactions avaient une influence sur les apprentissages, le développement de l'enfant. Et l'influence des parents dans ce contexte a quand même rapidement été présentée comme extrêmement forte et même ultra déterminante pour l'avenir de l'enfant. Et donc, cette idée qu'en tant que parent, vous avez un impact absolument déterminant sur tout ce que vos enfants vont devenir, ça peut sembler valorisant, ça peut sembler être chouette, mais en réalité, ça met une pression de dingue sur les épaules des parents. Si votre enfant réussit, c'est peut-être grâce à vous, mais si votre enfant a des difficultés à l'école, dans ses relations, dans sa vie d'adulte, alors, forcément, c'est à cause de vous. Donc, cette notion de déterminisme parental, elle va conduire à une crainte permanente de traumatiser ses enfants au moindre faux pas et donc aggraver cette préoccupation naturelle qui était déjà bien renforcée par tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant. Donc, si vous êtes évalué à chaque geste que vous faites, vous marchez sur des œufs sans arrêt, vous avez peur de commettre l'erreur fatale, un regard trop sévère, un reproche, un désaccord, tout devient source de doute, d'angoisse. Et pourtant, ce déterminisme, en fait, il est à relativiser fortement. Oui, les parents ont un impact fort, mais il n'est pas aussi déterminant que ce qu'on veut bien nous dire. Cette vision des choses, elle ne tient pas compte de toutes les autres expériences qui façonnent un individu. L'école, le travail, les amis, le contexte socio-économique, etc., etc., etc. À noter que, accessoirement, cette vision des choses, de ce surdéterminisme parental, conduit à individualiser les enjeux et à dépolitiser le débat. S'il y a un problème, il faut éduquer, rééduquer les parents, mais on ne questionne pas les structures sociales qui peuvent poser problème. Peut-être qu'au lieu d'expliquer aux parents comment ils doivent se comporter avec leurs enfants, on devrait plutôt agir sur la pauvreté, les discriminations, améliorer le système de santé, améliorer le système scolaire ou que sais-je encore. Et peut-être que ça aurait un bien plus grand impact sur le bien-être des enfants que d'apprendre aux parents, soi-disant, comment ils doivent interagir avec leurs enfants. Mais c'est encore un autre sujet et peut-être qu'on pourra en reparler là aussi dans un autre épisode. Bref, en résumé, oui, en tant que parent, vous êtes important, mais vous n'êtes qu'une pièce parmi d'autres dans le puzzle du développement de votre enfant. Franck Furedi a écrit un livre que j'ai adoré, qui s'appelle « Les parents parano ». Je vous en parlerai dans un avis lecture parce que ce livre, il est à recommander pour tous les parents et pour tous les gens qui sont en lien avec des parents. Bon, tout ceci étant posé, pas étonnant que les parents soient anxieux, méfiants, interventionnistes auprès de tous les adultes qui interagissent avec leurs enfants et pas étonnant qu'ils soient stressés, fatigués, épuisés. Alors comment on se sort de cette spirale d'anxiété parentale ? La première étape, j'espère que je vous l'ai amené un petit peu au travers de ce que je vous partage, c'est de prendre conscience de ce phénomène, de prendre conscience de ce qui vient alimenter notre anxiété parentale et de ce qu'on peut déjà relativiser. Et je vais vous le redire pour que ce soit bien ancré. Non, vos enfants ne sont pas aussi fragiles que ça. Ils sont adaptables et capables de traverser des expériences difficiles. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va les exposer volontairement à des situations pénibles, mais c'est important de ne pas sous-estimer leur capacité à rebondir, à apprendre des situations désagréables qu'ils rencontrent. Ensuite, oui, je mets des gros guillemets, l'erreur, appelons plutôt ça une maladresse ou simplement une interaction. L'erreur, en tout cas, l'interaction maladroite, c'est normal dans la parentalité, mais dans n'importe quelle autre relation. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Parfois, vous vous emportez, vous posez des limites trop strictes ou pas assez strictes, vous faites des erreurs de jugement, c'est ok, ça ne pose aucun problème. Ce qui compte, c'est la capacité à changer son fusil d'épaule si les choses vont vraiment trop de travers.
Donc pour vous aider à faire ça, je vous invite à replacer les interactions dans leur contexte général. Un enfant ne se construit pas à partir d'une seule interaction, mais de la répétition de nombreux moments et sur un temps long. Même si pendant quelques mois ça ne va pas, ça n'abîme pas forcément votre enfant et ça n'abîme pas votre relation. Si globalement votre relation elle est aimante, sécurisante, que vous avez en tête de chercher le respect de votre enfant, de valider son ressenti quand même, il y a de fortes chances que les petits apprentissages, les disputes, les incompréhensions ne remettent pas en cause la sécurité affective et psychologique de votre enfant. Alors oui, il peut arriver qu'on n'arrive pas à se sortir d'une situation, on a le sentiment d'avoir tout essayé en tournant rond. C'est là qu'il peut être utile de faire appel à un intervenant extérieur qui vous aidera à y voir plus clair. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié d'aborder dans cet épisode ce que j'appelle la délégation aux experts, c'est-à-dire on va demander à quelqu'un de nous dire comment on doit s'y prendre, mais je ne vais pas approfondir maintenant, sinon l'épisode serait trop long, mais ça sera un sujet là aussi pour un autre épisode. Donc en un mot, comme en 100 ou en 1000, si vous avez à cœur de bien traiter vos enfants, que vous prêtez attention à ça, que vous êtes attentive à la manière dont les choses se passent entre vous et votre enfant, je pense que la meilleure chose qu'on peut vous conseiller, c'est de réapprendre à vous faire confiance et à faire confiance à votre enfant. Ça vous sera sans doute plus utile que de lire un livre qui vous explique comment se comporter avec lui. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelques pistes de réflexion pour apaiser un peu cette anxiété parentale et retrouver de la sérénité dans votre quotidien de parent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que ça contribue à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don, car ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du côté des parents.